Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien oui, il est 8h20 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse un peu plus tôt qu'à l'accoutumée ce matin. Tous les quotidiens relatent les émeutes qui se sont produites hier soir à Jaffa, Yafo, au sud de Tel Aviv, lors des obsèques d'un jeune habitant arabe de la ville qui a été tué lors d'un accrochage avec des forces de police à l'issue d'une course-poursuite. Il s'agit d'un délinquant arabe israélien. Les habitants arabes de Jaffa et en particulier la famille endeuillée accusent la police d'avoir eu la gâchette trop rapide et d'avoir, je cite, assassiné le jeune homme de sang-froid. La police dément formellement, mais la police des polices a décidé tout de même d'enquêter pour déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune arabe israélien. Toujours est-il que les sites d'information et les quotidiens se font l'écho des slogans nationalistes et religieux scandés par la foule lors de ces obsèques hier et des dégâts causés par les manifestants qui s'en sont pris à des véhicules de police, ont détruit le matériel d'une équipe de la seconde chaîne de télévision venue filmer ces obsèques. Le journaliste de l'équipe a lui-même été agressé et admis à l'hôpital de Tel HaShomer. D'importantes forces de police se sont déployées sur place, mais elles ont évité toute confrontation avec les manifestants. Le maire de Tel Aviv, Jaffa, Tel Aviv-Yafo, Ron Hulday, a appelé les habitants de la ville de Jaffa à faire montre de retenue. Je comprends la peine de la communauté arabe de Jaffa, mais il ne faut pas que les extrémistes profitent de cette situation pour fragiliser les liens tissés patiemment entre les communautés juives et arabes dans cette ville. Le Yediot Aharonot révèle que le Shin Bet devrait sous peu interroger l'agent de sécurité de l'ambassade d'Israël à Amman. C'est le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a demandé au Shin Bet de s'occuper de ce dossier qui continue à embarrasser les relations diplomatiques entre Israël et le royaume hachémite. Selon un élément de l'enquête, il se pourrait que le propriétaire de la maison ait été tué par un coup de feu de l'agent de sécurité alors qu'il tentait d'empêcher le jeune ouvrier jordanien de poignarder. Donc justement cet agent israélien à l'aide d'un tournevis, et ce serait là la raison pour laquelle Israël a très vite regretté la mort du propriétaire jordanien et proposé de dédommager substantiellement sa famille. Le procureur de l'État a également demandé à la police de lui fournir les éléments qu'elle a recueillis après avoir interrogé l'agent de sécurité. On sait qu'Israël a promis à la Jordanie de lui fournir les résultats de cette vérification. Le roi Abdallah, je vous le rappelle, a appelé à la traduction de l'agent devant la justice israélienne, et un haut fonctionnaire jordanien a qualifié l'attitude de Binyamin Netanyahou, qui, on s'en souvient, avait reçu l'agent israélien dans son bureau, de provocante. Restons dans le Yediot Aharonot qui a choisi de revenir sur la journée de vendredi autour du mont du Temple. Les correspondants du journal ont interrogé plusieurs Arabes israéliens et palestiniens à la sortie de la prière du vendredi sur le mont du Temple. Ainsi, Ahmed, venu du Negev, se plaint « Je suis un citoyen israélien, mais les policiers me parlent comme si nous étions en guerre », affirme-t-il. Ali de Tzurbacher, un village dans l'est de Jérusalem, ne comprend pas pourquoi les Israéliens ont été surpris par les exigences de retirer les portiques et les caméras autour du mont du Temple. Personne, affirme-t-il, n'aime être espionné lorsqu'il est en prière. Quant à Yacoub, il affirme que la capitulation d'Israël dans l'affaire des portiques et des caméras est une victoire qui sera inscrite dans les livres d'histoire palestiniens. Le Yediot Aharonot souligne que malgré ce retour au calme, c'est un calme précaire, et le journal souligne également qu'il y a eu vendredi des jets de pierre à Wadi Joz à Jérusalem, une tentative d'attentat au carrefour du Gush Etzion, des affrontements le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, des affrontements qui ont coûté la vie à un Palestinien, et des échauffourées à Hebron, Kalkilia, Bethléem et Ramallah. Le Maariv cite l'ancien Premier ministre Ehud Barak qui lance à nouveau des accusations très graves contre Binyamin Netanyahou. Selon lui, M. Netanyahou a embrasé toute la région pour détourner l'attention de l'opinion publique israélienne des affaires judiciaires le concernant. Barak a qualifié Netanyahou d'homme inquiet et complaisant, et il a affirmé que le cabinet restreint était comparable à Beth à Achagadol. Le Achagadol, c'est un peu le loft israélien. Il faut préciser qu'Ehud Barak ne s'exprime ces derniers mois dans aucun autre domaine, dans aucun autre sujet à l'ordre du jour que ceux concernant le Premier ministre Binyamin Netanyahou, dont il a pourtant été, il faut le rappeler, le ministre de la Défense pendant 4 ans, entre 2009 et 2013.
Le site MSN en hébreu cite ce matin le cheikh Raed Salah, le chef du mouvement islamiste israélien radical qui est mis hors la loi par le gouvernement israélien et qui est considéré comme l'un des incitateurs des émeutes de ces derniers jours. Le cheikh Raed Salah affirme que le gouvernement israélien a pour objectif de l'éliminer. Il a tenu ses propos à un journal du Golfe Persique. Salah a déclaré ne pas avoir peur de ces menaces. Et puis, si vous voulez tenter de comprendre comment et pourquoi l'administration Obama a échoué sur toute la ligne dans la relance du processus de paix israélo-palestinien, eh bien, il vous faut lire ce matin l'article de Raphaël Aren, traduit de l'anglais sur le site Times of Israel. On y découvre, entre autres, comment John Kerry s'est fourvoyé en commettant des confusions, des malentendus et des actes de défiance entre les deux parties dans le cadre donc des négociations israélo-palestiniennes. Tous les quotidiens soulignent en manchette ce matin que c'est vers midi que la Cour d'appel militaire de Tel Aviv prononcera son verdict dans l'appel déposé par la famille Azaria contre la condamnation d'Elor Azaria en février dernier à 18 mois de prison pour avoir éliminé à Hebron en mars 2016 un terroriste qui était blessé et déjà neutralisé. Reshet Bet, la chaîne d'information de la radio israélienne, a remémoré ce matin toute l'affaire Azaria à ses auditeurs. Selon les estimations et certains indices, la Cour devrait rejeter cet appel et donc confirmer le verdict. Si c'est effectivement le cas, Elor Azaria, sa famille et leur avocat, Yoram Sheftel, auront plusieurs options pour réagir. Ils pourraient, par exemple, déposer un recours devant la Cour suprême. Mais là, il est très peu probable que la Cour casse un verdict d'un tribunal militaire, surtout s'il ne s'agit pas d'une question de principe. Sinon, Elor Azaria pourrait commencer à purger sa peine et ensuite son avocat pourrait déposer une demande d'amnistie ou de réduction de peine devant le président de l'État, Reuven Rivlin, ou bien même devant le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot. Et puis, ce matin, un anniversaire qui compte dans la presse israélienne. C'est aujourd'hui, il y a 10 ans, que sortait le premier numéro du Israël Hayom, le quotidien gratuit dont nous vous citons de larges extraits chaque matin. Le Israël Hayom qui, depuis, est devenu le principal quotidien israélien et celui qui est le plus diffusé en Israël. Dans un éditorial, Boaz Bispid, le nouveau rédacteur en chef du journal, se souvient des débuts hésitants, des heures difficiles, des moments d'élévation et de fierté. Et il promet, écrit-il aux nombreux lecteurs du quotidien gratuit, de continuer à être avec les lecteurs, à être en compagnie des lecteurs et de continuer à dire la vérité de but en blanc. Le Israël Hayom reprend justement ce matin un rapport inquiétant faisant état d'une augmentation sensible du nombre d'attaques antisémites en Grande-Bretagne depuis le début de l'année 2017. Selon ce rapport publié par l'Organisation de protection de la communauté juive britannique, 767 agressions ou actes antisémites ont été recensés en Grande-Bretagne de janvier à juin dernier. Il s'agit d'une augmentation de près de 33%, d'un tiers par rapport à la même période l'an dernier en 2016. Parmi ces 767 agressions, en tout cas expressions antisémites, 80 sont des agressions physiques. Le président de l'Organisation de protection de la communauté, David Deloy, a reconnu que l'antisémitisme avait un impact grandissant dans la vie de la communauté juive britannique. Et puis, sur le site Times of Israel, une interview d'Hélène Mazouz, la directrice du lobby francophone à la Knesset, qui veut encourager l'Aliyah des Juifs de France en améliorant leur intégration à tous les niveaux, ce que fait d'ailleurs, il faut le rappeler, Kalita. Hélène Mazouz raconte dans cet entretien qu'avant de connaître son mari, qui est français, elle ne se sentait pas du tout concernée par ce sujet. Elle précise que c'est Nourit Koren, la députée, alors présidente du lobby francophone, qui lui a proposé d'en être la coordinatrice il y a 2 ans. Et elle affirme avoir découvert les réelles difficultés de nombreux Olim de France qui parfois se trouvent dans des situations très difficiles, en particulier sur le plan social. Et au passage, Hélène Mazouz qualifie de magnifique, je la cite, l'action de Kalita dans le domaine de l'emploi et dans d'autres secteurs pour améliorer justement l'intégration des Olim de France. Et puis nous terminerons avec le Israël Hayom qui relate le cas de plusieurs enseignants juifs américains qui sont arrivés l'an dernier dans le cadre de l'un des programmes Massa pour enseigner l'anglais dans la périphérie israélienne, c'est-à-dire dans les villes de développement, et qui 1 an plus tard ont décidé eux-mêmes de faire leur aliyah. Je suis tombé amoureux d'Israël, je me sens ici chez moi, affirme l'un d'eux au journal Israël Hayom. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Dans quelques instants, après une petite page musicale, nous serons avec Michel Alaouche et nous parlerons avec lui du 80e anniversaire du Rav Adin Steinsaltz, à qui on souhaite beaucoup de bonne santé et de longue vie. Nous allons en parler avec lui dans quelques instants, après une page musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita.
Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.